L'émancipation a à voir avec la possibilité de construire et perdurer une organicité sociale. Bon. De ce point de vue-là, la première chose que je dirais, c'est qu'il y a des raisons de s'inquiéter par rapport aux tendances mondiales, aujourd'hui mondiales, de l'éducation, parce que face aux diktats économiques, face à ce qu'on appelle la fameuse crise économique, que je ne sais pas si c'est une crise ou si ce n'est pas un état de fait comme ça, c'est-à-dire ça fonctionne comme ça. Non, parce que crise, ça laisse penser que bon, tout va bien, mais simplement on passe un mauvais cap. Non, bon. Alors donc, face à cet état de fait comme ça des dictatures économiques, la pédagogie à niveau international a pris un virage sans crier gare. Personne ne s'est rendu compte, vraiment, presque personne ne s'est rendu compte de à quel point ça avait changé. On a décidé, entre guillemets, bon, ça s'est décidé tout seul, quoi, de ne plus centrer l'éducation des enfants et des jeunes sur la transmission, la culture, la sociabilité, etc. On a décidé de créer des gens employables. C'est-à-dire qu'on a centré l'éducation sur l'employabilité des jeunes, et ceci depuis la maternelle. Depuis la maternelle. Et ce n'est pas une façon de dire exagérée. Dans la maternelle, aujourd'hui, dans la plupart des maternelles en France, malheureusement, et dans notre pays c'est pire, hein, il y a une sorte d'évaluation, cette dictature de l'évaluation. Les gens considèrent normal d'être évalués. Le problème, c'est qu'est-ce qu'on évalue? Ben, une fois encore, on évalue ce qu'on croit, juste titre ou pas, que sont les éléments qui permettent de penser qu'il sera employable. C'est pas bon. Donc, ceci, ça s'appelle, ça a un nom, ça s'appelle la pédagogie des compétences, hein, c'est-à-dire dans lesquelles, plutôt que de former quelqu'un, structurer quelqu'un, avec ce qui implique une conception de la temporalité très particulière, qui veut dire donner le temps à quelqu'un de montrer ses affinités électives, d'éclore, de montrer sa singularité. Donc, à partir de sa singularité, trouver une place dans la société. Pour le dire clairement, quelqu'un qui est structuré autour de son goût pour la musique, quelqu'un qui est structuré autour de son goût pour le sport, quelqu'un qui est structuré, une fois qu'il est structuré, qu'il a un endosquelette, il peut acquérir des compétences. Le problème, c'est que maintenant, on ne laisse pas se structurer les mômes, parce qu'on n'a pas le temps de perdre, on est en crise, c'est l'urgence, et donc, en l'empêchant de se structurer, on les déstructure et on veut lui coller des compétences. Alors donc, on dit, bon, vous connaissez bien tous les credos de la pédagogie des compétences, il faut apprendre à apprendre, il faut apprendre à oublier ce qu'on a appris pour apprendre autre chose, c'est-à-dire, c'est le modèle, effectivement, disque dur, être humain, disque dur. Qu'est-ce qui se passe avec l'école aujourd'hui? Avec l'école, c'est parce que des enseignants de très bonne volonté, ça, aucun problème là-dessus, se disent qu'il faut armer les mômes pour la société dure. Et moi, je comprends qu'est-ce que ça veut dire, je comprends cet élan-là, mais je pense qu'il faut résister à cette tentation-là. Quand on arme les mômes ou quand on arme n'importe qui, c'est toujours pour la guerre. Et c'est la guerre de tous contre tous. Et je crois que là, les enseignants, ils sont face à un vrai défi épocal, vraiment un défi d'aujourd'hui, qui est de savoir que pour faire le métier d'enseignant, il faut résister, il faut protéger les mômes. Protéger les mômes signifie leur donner le temps de prendre des chemins de travers, de faire leur expérience, pour pouvoir se structurer. Protéger les mômes, ça signifie ne pas accepter cette homogénéisation par le bas des, bon voilà, les socles communs, l'évaluation permanente, etc. Protéger les mômes, c'est de dire « tu as le temps, mon petit ». Pour dire « tu as le temps, mon petit », il faut lutter contre les parents d'élèves déjà, qui disent « mais non, il n'a pas le temps du tout ». Il faut lutter contre la hiérarchie, il faut lutter contre tout ce que l'enseignant lui-même il a dans la tête, que lui-même il pense qu'il n'a pas le temps. Donc je pense qu'aujourd'hui, quand on parle de l'école, quand on parle de la Ligue de l'enseignement, moi la première chose que je pense qu'il faut partager, d'un point de vue amical, mais il faut le partager, c'est l'idée de que je crois quand même qu'on est face à un défi, ce défi-là est, si nous ne pouvons pas
construire collectivement, ce n'est pas quelque chose qui dépend de la sainteté de quelqu'un tout seul dans son coin, parce que ce type d'expériences sont très louables, mais à la fois on finit toujours par casser la personne isolée qui résiste. C'est une réflexion, c'est une association, c'est sortir de la tristesse dans laquelle sont les enseignants aussi, hein, c'est-à-dire c'est sortir de cette tristesse-là. Et si on ne peut pas faire ça, dans quelques temps, sans s'être aperçu, quoi, on ne sera plus en train de faire notre métier. On sera en train de faire autre chose. On sera en train de former des robots pour le boulot, quoi. Et la vérité, c'est que l'utilitarisme ambiant, pas seulement ce n'est pas la seule solution face à la crise, mais est une des causes de la crise. C'est-à-dire, si nous ne pouvons pas sortir de l'utilitarisme, et moi je suis convaincu que, contrairement à ce qu'on pense, ce n'est pas qu'il faudrait commencer par l'économique, il faut changer l'économie pour après éduquer autrement, pas du tout. Moi je pense qu'au contraire, il faut recoloniser par la culture l'économique. C'est vrai que nous sommes les contemporains de la fin de la promesse, quoi. Donc, pour les gens de ma génération, à partir de ma génération, et peut-être 10 ans plus jeunes que moi, on a vécu dans un autre monde. Alors là, c'était un autre monde, un autre univers, le futur était une promesse, les inégalités, les maladies, la rareté, tout allait être résolu. Bon. Alors c'est un peu compliqué pour nous, donc les plus vieux, et parlons pas des plus jeunes, alors c'est horrible pour eux, de vivre dans un monde où la promesse s'est barrée. Parce que pas seulement la promesse s'est barrée, mais à la place de la promesse est venue la menace. La menace écologique, économique, bon, donc démographique, épidémiologique, bon. Donc c'est compliqué la question de l'égalité dans un monde des menaces. Parce que quand on est dans un monde de promesses, l'égalité, la solidarité, la fraternité va de soi. Dans un monde qui, objectivement, c'est pas qu'une subjectivité folle, la menace, hein, un monde qui se vit menacé, effectivement, c'est chacun pour soi, quoi. C'est chacun pour soi, c'est-à-dire c'est l'idée de que si je suis dans un grand paquebot, je danse et je fais de sport. Si je suis dans un petit bateau qui fait de l'eau, celui qui bouge me met en danger. Donc l'insécurité, l'insécurité, l'insécurité partout, quoi. Donc la question de l'égalité, elle est très très menacée. On est passé d'un danger de racisme, des races, des religions, etc. On est en train de passer à un autre racisme beaucoup plus structurel, qui est le racisme entre ce qu'on dit les losers et les winners, les gagnants et les perdants. Ceci implique quelque chose qui est très grave par rapport à l'enseignement, qui est l'idée néolibérale de que la société n'existait pas. Hein. C'est Madame Thatcher, mais pas que, non, c'est-à-dire c'est le néolibéralisme. La société n'existait pas, il n'y a que des individus associés entre eux en suivant leurs intérêts personnels. C'est très dangereux ça, parce qu'effectivement, la société continue à exister, bien entendu, malgré ces bêtises-là, mais elle est très attaquée, les liens sont attaqués. Mais il y a un autre point par rapport à l'égalité, qui est articulé à celui-ci, c'est que les Français, en général, moi je suis franco-argentin, donc je suis comme Joséphine Baker, je deux pays. Et donc, ici en France, nous avons un vrai problème, c'est que égalité, 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 mais par rapport à la fraternité, on est très mal barré. Très mal barré. C'est très mal vu, la fraternité. Alors, il y a des fraternités. Les grands corps établis, ceux qui sont sortis des grandes écoles, la génération Caïman, la génération Radégou, je ne sais pas, et qui, entre eux, se serrent les coudes. Mais, c'est se serrer les coudes dans les grandes corporations, dans les grands corps comme ça, etc. C'est parfait. En revanche, dans la société, tout ce qui soit signe de solidarité
de fraternité, c'est mal vu. C'est mal vu. Et donc ça, par rapport à l'enseignement, ça pose un problème gravissime. Pourquoi? Parce que, est-ce que j'ai, en tant qu'enseignant, est-ce que j'ai la responsabilité d'une classe? La classe existe? Ou est-ce que j'ai la responsabilité d'une série d'individus dans lesquels ceux qui trébuchent, eh ben, mon pote, tu as trébuché, c'est pas de peau, quoi. Donc, quel est mon objectif? Mon objectif, c'est remplir mon programme et celui qui peut, et donc une sorte de darwinisme dégénéré à la Galton, hein, ça n'a rien à voir avec Darwin, mais c'est un darwinisme social un peu fascistisant. Donc, ceux qui trébuchent, trébuchent, quoi. Je ne peux pas attendre ceux qui trébuchent, je ne peux pas niveler ma classe par rapport au dernier, n'est-ce pas? Donc, soit j'ai un ensemble d'individus et dans une sorte de tamis barbare, ils vont tomber, ceux qui vont tomber, ils vont continuer les autres, soit je dis non, moi j'ai une classe, donc fraternité. Donc fraternité. C'est-à-dire, j'ai une classe, et cette classe-là n'a pas à apprendre individuellement chacun les théorèmes de Pythagore. Il a à apprendre à ne pas être des barbares. Et ne pas être des barbares, ça signifie ne laisser personne sur les bas-côtés. Je vous assure que j'ai reçu pendant 30 années des mômes qui disaient « il est un échec ». Et malheureusement, je n'ai pas reçu ceux qui étaient devenus des loups égoïstes, barbares, brutaux, et qui laissaient tout le monde sur le bas-côté. Eh bien, ceux-là, ils ont beaucoup de problèmes, après, dans la vie, pour aimer, pour être aimé, pour penser, pour vivre. Et ils ont beaucoup de problèmes, quand ils sont confrontés à des crises existentielles dans leur vie. À la fragilité, à la faiblesse, parce qu'ils ne savent pas. Donc, éduquer, c'est éduquer ça, éduquer existentiellement à la vie. Et pour cela, bah, effectivement, il faut faire un choix. J'éduque à travers la culture et je suis responsable d'une classe où j'ai un groupe d'individus et ceux qui sont des winners me suivent et ceux qui sont des losers tombent. Bon. Ici, c'est voilà, ici tu votes qui tu veux, mais celui qui décide, c'est des obscurs bureaux d'évaluation qui mettent des notes, personne ne sait qui c'est ces gens-là, etc. Mais ce qu'on sait, c'est que les bureaux de notation de l'économie ont beaucoup plus de pouvoir que les millions de Français qui vont voter les dimanches des élections. Et ça, c'est un danger. C'est un danger parce que la vérité, c'est que moi, personnellement, alors là, effectivement, j'ai passé des années en tôle, j'ai lutté pour la démocratie, donc loin de moi de critiquer la démocratie. Mais autant, voilà, j'ai lutté, je défends la démocratie, autant je ne suis pas aveugle, je sais qu'une démocratie peut devenir comme un gruyère, quoi. C'est-à-dire absolument vide et formel. On l'a vu avec M. Berlusconi en Italie, c'est-à-dire l'Italie, cet énorme pays démocratique, avec une culture fantastique, je sais pas quoi, est devenu en très peu de temps une sorte de caricature postmoderne, néolibérale, dans laquelle les institutions démocratiques continuent à fonctionner, mais la démocratie, ce n'est pas que les institutions. La démocratie, c'est un niveau de conflictualité, un niveau de fraternité, etc., qui aujourd'hui n'existe pas parce que, comme on est dans l'urgence, comme il n'y a qu'une voie unique, qui est la voie dictée par la macroéconomie, on ne peut pas donc se permettre qu'il y ait une conflictualité avec des alternatives. Bon. Donc la question de la démocratie, elle est vraiment très problématique en ces moments. Soit nous pensons que la société est tout le monde, alors tout le monde, ça veut dire que la société est aussi celui qui n'est pas d'accord avec les principes de la République, que la société est aussi celui qui est en tôle, que la société est... Voilà. Donc que la société est tout le monde, et alors on s'est dit, et maintenant comment on fait avec tout le monde? Soit on accepte les principes d'apartheid, style quartier fermé, comme il y a en Amérique latine, au pays forteresse entouré de no man's land, et on dit il faut
protéger la société. Mais les gens qui parlent de protéger la société, en général, ils ont comme idée de société un sous-ensemble qui est un sous-ensemble de la société réellement existante. Donc, soit la société est ce sous-ensemble-là, et alors donc là, on n'a qu'à se mettre les Bermudas des colons et répartir à coloniser par l'épée et par la Bible, comme ils sont venus chez nous, n'est-ce pas? Les banlieues, les métèques, les Français qui sont français mais pas comme il faut. Soit on part à la reconquête, mais alors là, il ne faut pas se raconter des histoires, elle doit être violente. Soit on s'est dit, merde, effectivement, le socle universel, ce qu'on a cru être le socle universel, il est cassé. On ne peut pas tomber dans le contraire qui est le relativisme culturel. Donc on s'est dit, comment on fait du socle commun? Comment on produit du socle commun? Alors moi je crois qu'il faut avoir l'humilité et le courage de déclarer fini le socle universel humaniste qui se considère depuis 2 siècles comme en étant le modèle d'homme. Moi, en tant que ressortissant du tiers-monde, ces modèles d'homme, ça s'appelle le colonialisme, ça c'est la vérité, hein, contre les Indiens, contre, voilà. Donc il faut avoir le courage de dire, bon, c'est vrai, l'homme de cet universalisme-là, l'homme style Fray Bartolomé de las Casas, c'est-à-dire l'homme blanc, etc. Bon, cet universel-là, c'est fini. Il n'y a pas de socle universel qui puisse intégrer les métèques et les bougnoules et les négros et les carmondes, etc. Il n'y a pas de socle universel. Mais le relativisme, c'est la barbarie. Ce qu'on essaie de faire, c'est ça. On essaie de comprendre comment est-ce que nous pouvons, à niveau d'un quartier, à niveau donc territorialisé, hein, en sortant de l'abstraction de la macroéconomie, comment est-ce que nous pouvons, à niveau d'un quartier, dire, effectivement, par rapport à ce que tu crois, on n'a aucun socle commun. En revanche, on a quelque chose en commun, c'est un territoire, des défis, des problèmes. Et comment est-ce que nous pouvons nous centrer sur ce qui nous arrive et construire du socle commun? Et alors, les problèmes ne sont jamais l'autre. La migration n'est pas un problème, la migration est une réalité. Les Roms ne sont pas un problème, les Roms sont une réalité. Voilà. Il faut essayer de sortir de cette idée que le problème serait une partie de la société. Non, la société est tout le monde, c'est un défi. Si la société est tout le monde, il faut construire le commun à partir des défis très très concrets. Et là-dedans, l'école, elle a beaucoup à faire. Elle a beaucoup à faire parce qu'effectivement, il faut réclamer les droits d'une certaine flexibilité dans les programmes, dans le sens que les programmes incorporent les contraintes et les déterminations régionales. Ce n'est pas une recette, c'est une petite tentative que moi je mène théoriquement et pratiquement en avant. Ça peut ne rien valoir du tout comme hypothèse, l'hypothèse de territorialiser les problèmes. Ce dont je suis en revanche sûr, ce n'est pas une hypothèse, c'est que l'universalisme abstrait ou le relativisme culturel ou l'individualisme, qui est l'archi-relativisme, sont 2 voies de guerre, de destruction, et qu'il faut chercher autre chose, quoi.